Dans cette section de la matière, nous allons étudier l'atome, mais plus particulièrement son noyau. C'est ce qu'on appelle la physique nucléaire. Le modèle atomique actuel propose un noyau solide autour duquel orbitent des électrons. On sait que le noyau de l'atome est constitué de protons et de neutrons, et on va appeler ces particules des nucléons. Donc ça vient de noyau, nucléon pour noyau. C'est le nombre de protons qui va déterminer la nature de l'élément. Dans l'atome neutre, il y a autant de protons que d'électrons. Donc, c'est les protons qui décident finalement qu'un élément va être de l'hydrogène ou va être du carbone, par exemple. Dès qu'on a 6 protons, automatiquement, on est en présence d'un atome de carbone. Un élément particulier peut avoir un nombre de neutrons différent. Donc, si j'ai, par exemple, du carbone, je peux avoir du carbone 6, 12, je pourrais avoir aussi du carbone 6, 14, mais à ce moment-là, on va dire que ce sont des isotopes de l'atome de carbone. Il existe une façon de représenter les différents éléments de la matière par une convention qui est celle-ci. On va définir les différents paramètres de cette façon d'écrire. On a Z qui est le numéro atomique. Le numéro atomique va représenter le nombre de protons et c'est ça qui va identifier notre élément, comme je vous disais tout à l'heure. Le A, ça va être le nombre de masses. Ça correspond au nombre de nucléons, c'est-à-dire la somme de tous les protons et des neutrons qu'il va y avoir dans le noyau de l'atome. On l'appelle le nombre de masse parce que c'est ce nombre-là qui est représentatif de la masse de l'atome, parce que les électrons ayant une masse tellement faible qu'ils ne contribuent pas beaucoup à la masse globale de l'atome. N, on va l'appeler le nombre de neutrons. Il n'est pas sur le symbole en haut, sur la représentation. Lui, on ne le voit pas, il faut le déduire. Donc, le nombre de neutrons, ça va être égal au nombre de masses moins le numéro atomique. C'est normal parce que le nombre de masses représente le nombre de nucléons, c'est-à-dire les protons plus les neutrons, alors que le Z, le numéro atomique, représente le nombre de protons. Si je veux avoir le nombre de neutrons, j'ai juste à soustraire les deux paramètres. Et ensuite, le nombre, qui est représenté par un cardinal ici, c'est le surplus de la quantité de charge positive par rapport à la quantité de charge négative. Dans le cas de l'atome neutre, on ne met rien. Donc ici, ce qu'on va avoir, par exemple, ça va être 1 plus, 2 plus, 1 moins, 2 moins. Donc ça va représenter finalement le surplus de charge positive par rapport aux charges négatives. Si j'ai un moins, ça veut dire que j'ai un électron de plus que l'atome neutre. Si j'ai 2 plus, ben il va me manquer 2 électrons par rapport à l'atome neutre. Donc l'atome devient chargé positivement. Et finalement, le X représente le symbole. C'est l'élément lui-même, il ne dépend uniquement que du numéro atomique. Donc, on va avoir par exemple, pour l'hydrogène, on va avoir un H. Pour le carbone, on va mettre un C. Et là, on va regarder justement un exemple de ça. Si j'ai du carbone ici, 6, 14, 2 plus, eh bien, le numéro atomique Z va être égal à 6. Le nombre de masses va être égal à 14. À ce moment-là, le nombre de neutrons, qui est la soustraction de A moins Z, va être égal à 8. Le symbole, c'est le carbone. À ce moment-là, je peux conclure que cet atome a 6 protons, 8 neutrons et 4 électrons, parce que comme c'est 2 plus, ça veut dire que j'ai 2 charges positives de plus que de charges négatives. Ici, nous allons essayer d'estimer le rayon du noyau d'un atome donné. On va partir du principe que le volume d'un noyau va être proportionnel au nombre de nucléons. Comme c'est les nucléons qui vont faire le noyau lui-même, ben, plus je vais avoir de nucléons, plus le volume risque d'être important. Donc, volume proportionnel au nombre de masses, A. Si j'ai, par exemple, un proton ici, j'ajoute un neutron, un autre neutron. Voyez-vous, le volume va augmenter à mesure que je vais venir placer des nucléons. Comme ça. Donc, on voit que finalement, on pourrait représenter un peu le noyau comme étant une sphère qui va augmenter en fonction du nombre de masses. Le volume d'une sphère est aussi proportionnel au cube du rayon. C'est vrai que si je veux trouver le rayon, ben, le volume il est proportionnel au rayon au cube. Donc, je vais représenter le rayon ici. Le volume proportionnel
à r cube. Mais comme j'avais aussi que le volume était proportionnel au nombre de masses, on va pouvoir dire que le nombre de masses va être proportionnel au rayon au cube. Et je peux maintenant isoler le rayon. Le rayon va être proportionnel à la racine cubique du nombre de masses. Et la constante de proportionnalité a été déterminée et elle est d'environ 1,2 fois 10 à la moins 15 mètres. Donc, on a le rayon approximativement égal à 1,2 A exposant un tiers, donc la racine cubique de A. Et ça va être en femtomètres, c'est-à-dire fois 10 à la moins 15 mètres. On va maintenant parler de l'unité de masse atomique. L'unité de masse atomique, ça va être une unité appropriée pour travailler avec les noyaux, c'est-à-dire on ne commencera pas à travailler en kilogrammes parce que les masses sont tellement petites. La masse d'un proton est très petite, la masse d'un neutron aussi, la masse des électrons encore plus. À la place, on va travailler avec ce qu'on appelle des unités de masse atomique. Et c'est comme si on va dire la masse moyenne, soit d'un neutron ou d'un proton, on va lui donner une valeur de 1. Ça va être une façon de venir normaliser là, les masses. Donc, au niveau atomique, on utilise de très petites masses. Il existe une unité beaucoup plus appropriée pour cette échelle, c'est l'unité de masse atomique. L'unité de masse atomique a été définie pour représenter l'ordre de grandeur des masses des particules d'un noyau. Cette unité a été déterminée par convention à partir de la masse de l'atome de carbone. On a pris un atome de carbone, on a pris sa masse, et comme le carbone avait 12 nucléons, carbone neutre, le plus abondant dans l'univers, c'est le carbone 6,12. Il a 12 nucléons. Donc, l'unité de masse atomique va correspondre exactement à 1/12e de la masse de carbone pour avoir une idée approximative, finalement, de la masse d'un nucléon. Et ça, c'est par convention. Finalement, ça va donner une unité de masse atomique va être égale à 1,66054 fois 10 à la moins 27 kg, qui correspond grosso modo très près de la masse d'un proton ou d'un neutron. C'est l'unité de masse atomique. Il y a une relation entre la masse et l'énergie qui a été déterminée par Albert Einstein, la fameuse équation là, E égale mc carré, qui a été déterminée par Einstein, qui dit finalement qu'il y a une équivalence entre la masse et l'énergie. Pourquoi? Parce que le c carré dans l'expression, ça représente la vitesse de la lumière au carré, c'est comme une constante. Donc finalement, à une constante près, de l'énergie, c'est de la masse, ou de la masse, c'est de l'énergie. Donc si je réussis à faire disparaître de la masse, automatiquement, je vais créer une quantité d'énergie associée à ça. Un élément majeur de la théorie de la relativité énoncée par Albert Einstein est l'équivalence entre la masse et l'énergie. E égale mc carré. Cela revient à dire que pour chaque kilogramme de matière, une énergie équivalente à c carré y est cachée, soit 9 fois 10 à la 16 joules. Voyez-vous, si je mets 1 kg dans l'équation, ça me dit que l'énergie est égale à c carré, et 3 fois 10 à la 8 au carré, ça donne 9 fois 10 à la 16 joules. Donc, il y a énormément d'énergie de cachée là-dedans. Mais nous, on va se demander, ce serait quoi l'énergie associée à une unité de masse atomique? Donc, si par exemple, j'étais capable de faire disparaître une unité de masse atomique, quelle quantité d'énergie pourrait être libérée? Tout ce qu'on a à faire, c'est venir placer dans notre équation la masse d'une unité de masse atomique, c'est-à-dire 1,66054 fois 10 à la moins 27 kg fois 3 fois 10 à la 8 au carré. Et ça va donner 1,4924 fois 10 à la moins 10 joules. Une unité plus appropriée pour parler de très petites valeurs d'énergie, c'est les électronvolts. Et dans ce cas-ci, il va en avoir beaucoup d'électronvolts. Je vais en avoir des mégas. Je vais avoir 931,5 mégaélectronvolts à chaque fois que je vais avoir une unité de masse atomique. Donc ça va être un facteur de conversion important parce qu'habituellement, on va travailler avec les unités de masse atomique et on va pouvoir dire qu'il y a 931,5 MeV par unité de masse atomique. Ce qu'on va appeler le facteur de conversion masse-énergie. 931,5 MeV par unité de masse atomique.
La masse, en fait, c'est de l'énergie divisée par la constante c carré. C'est pour ça que, habituellement, on va toujours pouvoir réécrire la masse comme étant de l'énergie divisée par c carré. Vous allez retrouver ça là, dans certains tableaux. Donc, exemple, une unité de masse atomique, ça va être écrit que c'est égal à 931,5 MeV par c carré. Ça vient juste de l'expression parce que la masse n'est pas égale à l'énergie. C'est à une constante près. C'est tant d'énergie par unité de masse finalement qu'on pourrait avoir, mais c'est pas égal. On vous présente ici un tableau d'équivalence masse-énergie pour les différents éléments de l'atome. Bon, on a commencé par mettre l'unité de masse atomique. Sa masse en unité de masse atomique, c'est 1, bien sûr. Sa masse en kilogrammes vous avez été donnée. Ça donne une énergie associée de 931,5 mégaélectronvolts par unité de masse atomique. Dans le cas du proton, le proton a une masse légèrement supérieure à l'unité de masse atomique. Et ça va donner 1,007276 unités de masse atomique et un équivalent en énergie de 938,28 mégaélectronvolts. Le neutron a une masse presque similaire à celle du proton, un petit peu plus grande, ce qui va donner une énergie de 939,57 mégaélectronvolts pour chaque neutron qu'on aurait. Si on était capable de le faire disparaître, c'est l'énergie qu'on obtiendrait. Même chose pour l'électron. Sa masse est beaucoup plus petite par contre, 9,11 fois 10 à la moins 31 kg, ce qui donne 0,000549 unités de masse atomique et un équivalent énergie de 0,511 mégaélectronvolts. Et on va regarder finalement, à partir de ces concepts, l'énergie de liaison dans les noyaux. Donc, les protons et les neutrons sont maintenus ensemble par une certaine quantité d'énergie qu'on appelle l'énergie de liaison. Donc, si je regarde un atome, par exemple, d'hélium 2,4, c'est-à-dire il y a deux protons, deux neutrons, deux électrons pour l'atome neutre, eh bien, il y a une certaine quantité d'énergie qui est associée aux particules du noyau, qui les maintiennent comme ça. Il y en a aussi pour les électrons, mais cette quantité d'énergie-là est beaucoup plus petite que l'énergie impliquée dans la liaison des noyaux. Si on regardait la masse de l'atome neutre, donc je prends cette masse-là, j'exagère, mais si je la mettais sur une balance, ça me donnerait 4,002604 unités de masse atomique. Donc c'est comme sa masse, là, une fois que notre atome est assemblé. Après ça, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre chacun des constituants. Donc je vais prendre les deux neutrons, les deux protons, séparément, puis je vais les peser. Donc on a les valeurs qu'on vous a données là, tout à l'heure dans le tableau, et on va faire la somme de toutes les masses impliquées. Et regardez bien ce qui va se produire. Donc si je prends les neutrons, les protons et mes deux électrons, et que je viens additionner leur masse, donc à partir des valeurs qu'on avait dans le tableau, je fais la somme. La somme totale des constituants va me donner 4,03298 unités de masse atomique. Donc on voit qu'il y a une différence entre la somme des masses des constituants versus la masse de l'atome neutre qui contient elle-même ces constituants-là. Il y a une différence de masse entre les deux. Mais cette différence de masse-là va s'être transformée, si on veut, en énergie de liaison. Donc, si on regarde les deux valeurs, il y a une différence de masse en unité de masse atomique ici, qu'on appelle le défaut de masse. Donc, elle est comme disparue, cette masse-là. En fait, elle n'est pas disparue, elle est tout simplement sous forme d'énergie de liaison pour le noyau. La différence de masse entre les deux, on fait la soustraction des deux, c'est-à-dire 4,03298 qui était ma masse de mes constituants, moins la masse de l'atome neutre, ça me donne 0,030376 unités de masse atomique. Et là, vous remarquez que je garde beaucoup de chiffres après le point. C'est important parce que souvent, les variations de masse vont être très petites. Donc, ça prend beaucoup de chiffres pour être capable de l'avoir. Et dans les tableaux à la fin, vous avez suffisamment de chiffres significatifs pour être capable de faire ces calculs. Et là, on sait que pour chaque unité de masse atomique qui aurait disparu, qui serait dans le défaut de masse, ça me donnerait une énergie de 931,5 mégaélectronvolts. On peut trouver pour n'importe quelle
masse en unité de masse atomique, finalement, quelle énergie lui est associée. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de dire qu'on a 0,030376 unités de masse atomique multiplié par 931,5 mégaélectronvolts par unité de masse atomique. Ça donne une énergie de liaison pour mon noyau, en fait, de 28,8 mégaélectronvolts. Donc, cette énergie-là, c'est ça qui va servir à souder, si on veut, les particules du noyau. L'énergie de liaison, 28,8 mégaélectronvolts. C'est comme ça qu'on détermine l'énergie de liaison pour n'importe quel noyau. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Souvent, on va se demander, chaque particule du noyau, chaque nucléon, combien d'énergie il va avoir? On appelle ça l'énergie de liaison par nucléon. On a tout simplement qu'à diviser l'énergie totale par le nombre de nucléons qu'on a dans le noyau. 28,8 divisé par, ici j'en avais 4, c'est mon nombre de masse, ça va donner 7,68 mégaélectronvolts par nucléon. Et ce chiffre-là va être important parce que les nucléons sont un peu égoïstes, ils veulent avoir le plus d'énergie possible. Et un noyau, pour être le plus stable possible, doit avoir une énergie par nucléon la plus élevée possible. Et ça va être directement en lien avec la stabilité du noyau. Les noyaux les plus stables, ce sont ceux qui vont avoir le plus d'énergie de liaison par nucléon. Pour déterminer le défaut de masse, tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre la masse des constituants moins la masse de l'atome neutre. Donc, on fait la somme de tout ce qu'on a pris séparément moins la masse de l'atome neutre. Et cette différence de masse-là, c'est ça qui va servir à se transformer en énergie de liaison pour le noyau. Donc, delta M va être égal à la masse des constituants. Ben, j'ai N neutrons fois la masse d'un neutron, plus Z protons fois la masse des protons. Si mon atome est neutre, je vais avoir aussi Z électrons, plus Z fois la masse d'un électron, moins la masse de l'atome neutre, que vous pouvez aller chercher à la fin dans votre volume. Il ne faut pas oublier que dans le volume, les valeurs qui vous sont données, c'est toujours la masse des atomes neutres. C'est pour ça qu'il faut additionner nos électrons aussi. Bien que c'est le noyau qui nous intéresse, et comme les valeurs qu'on va chercher à la fin contiennent les électrons, bien, il faut en tenir compte aussi dans notre calcul de la masse des constituants. Donc, ça va être de cette façon-là que vous allez calculer votre défaut de masse. Ça ici, on appelle ça la masse des constituants. J'ai ici la masse de l'atome neutre. Et dans votre volume, ils ont changé finalement Z fois la masse d'un proton plus Z fois la masse d'un électron. Ça devient égal, ça, à Z fois la masse d'un proton plus un électron. Puis la masse d'un proton et d'un électron, c'est un hydrogène. C'est la masse de l'hydrogène. Eux ont remplacé ça par Z fois la masse de l'hydrogène. Parce que tout ce qu'on a à faire finalement, c'est la masse des constituants moins la masse de l'atome neutre. Donc ça, vous êtes capable de faire ça. Il n'y a pas besoin de formule magique là, pour arriver à ça. On va maintenant parler de la stabilité des noyaux. Plus un noyau a de l'énergie de liaison par nucléon, plus le noyau va être stable. Je vais vous présenter un graphique de l'énergie de liaison par nucléon en fonction du nombre de nucléons, c'est-à-dire du nombre de masses du noyau en question. Regardez bien ce que ça donne. Donc, on a notre graphique ici. On voit à gauche que pour les petits atomes, quand le nombre de masses est petit, on a plutôt une énergie de liaison par nucléon qui est petite. Et à mesure que le numéro augmente, ça augmente cette énergie de liaison par nucléon jusqu'à temps qu'on arrive au fer. Donc, si on regarde par exemple notre hélium 2,4 qu'on venait de calculer tout à l'heure, ça donne 7,68 MeV par nucléon. Et c'est plus petit que le fer. Le fer a une énergie de liaison par nucléon plus élevée. Mais dépasser le fer, on voit que plus le nombre de masses augmente, plus l'énergie de liaison par nucléon va se remettre à descendre. Donc, si on regarde le SN 50-120, c'est plus petit que le fer, et l'uranium 92-235 est encore plus petit. Donc, ça se met à redescendre de l'autre côté. Ce que ça veut dire, ça,
c'est que les petits atomes vont avoir tendance à vouloir se regrouper ensemble pour augmenter la masse de leur noyau pour ressembler au fer, alors que les gros atomes, comme l'uranium, vont avoir tendance à se départir d'un peu de matière pour ressembler au fer aussi, pour remonter sur la courbe d'énergie de liaison par nucléon. Pour être le plus stable possible, chaque particule du noyau veut avoir le plus d'énergie. Le fer est l'élément le plus stable du tableau périodique. Tout le monde veut ressembler au fer. Tous les éléments voudront ressembler au fer en augmentant ainsi leur stabilité. Pour augmenter leur énergie de liaison par nucléon, les petits noyaux vont se regrouper, ils vont faire ce qu'on appelle de la fusion, alors que les plus gros voudront se scinder. C'est ce qu'on va appeler de la fission. Ici, fusion nucléaire, alors que de l'autre côté, on va avoir de la fission nucléaire. Et la fusion nucléaire et la fission nucléaire vont libérer beaucoup d'énergie au moment où ça va se produire. Certains atomes radioactifs pourront utiliser la désintégration pour libérer de l'énergie et devenir plus stables.